considérant que l'architecte seul ne peut pas tout résoudre, bien évidemment, et que la complexité de l'acte de construire fait que évidemment il y a des questions qui le dépassent et notamment des questions juridiques. C'est pour ça que on va vous parler aujourd'hui plus précisément du rapprochement avec avec l'ordre des avocats, avec le barreau de Bordeaux, qui est représenté ici par maître Damien Simon à ma droite. Donc d'un exemple qui est celui du multiple rural de Prégnac, donc qui est un projet urbain situé sur la ville de Prégnac, donc pas très loin de Bordeaux, dont Monsieur le maire, Monsieur Thomas Filiatre, va nous parler également, et est également présent donc Monsieur Raphaël Santamaria de l'agence d'architecture L'Atelier Provisoire à Bordeaux. Voilà, donc l'idée c'est d'entamer une discussion avec le maire, l'architecte, l'avocat, pour voir comment dans une situation particulière, depuis le montage jusqu'au résultat final, qui est donc un résultat architectural de très grande qualité, c'est d'ailleurs pour cela que nous l'avons sélectionné, montrer voilà comment on peut arriver à une solution satisfaisante pour tout le monde. Donc je vais laisser la parole peut-être à Raphaël qui va entamer la présentation du projet. Là on m'entend, très bien. Eh bien bonjour à tous, donc comme vient de le dire Mathieu, on va vous présenter un cas concret qui est très, pour nous, emblématique et très représentatif peut-être de deux enjeux très simples qui font lien avec cette thématique, un maire, un architecte, un cas d'école un peu. La ville de Prégnac, c'est une petite commune qui n'est pas très loin de Bordeaux, et surtout qui est une commune qui est très près de la Garonne, qui est une commune qui est née, comme beaucoup de communes en France, en suivant la logique des réseaux fluviaux. Ça, c'est une photo du centre-bourg de Prégnac en 2014, c'est-à-dire au moment où on est désigné pour être l'équipe de maîtrise d'œuvre pour transformer cet endroit. Cet endroit, c'est ni plus ni moins que le cœur de Prégnac, en 2014, un cœur de commune qui est complètement bloqué et qui part à l'abandon avec des bâtiments qui s'écroulent et un devenir qui est complètement bloqué pour la mairie. Ça, c'est le même endroit, la même photo prise depuis le même endroit en 2016, c'est-à-dire 2 ans après, une fois que le travail a été mené, que le projet a été livré et que l'on a résolu les contraintes de la question qui nous avait été posée. C'était quoi? En fait, sur cette image-là, vous voyez, la question de la mairie était, nous avons un centre-bourg qui est la petite parcelle qui est entourée par les 2 rectangles rouges. C'était une parcelle qui était complètement bloquée dans son devenir pour une question de PPRI qui bloquait le devenir de cette zone-là, et également un terrain qui était soumis aux contraintes des bâtiments de France. Le PPRI, en un mot, disait tout simplement qu'on n'a absolument pas le droit de construire quoi que ce soit, absolument pas le droit d'ajouter aucune programmation nouvelle sur cet endroit-là, qu'on est éventuellement autorisé à reconduire des usages que l'on pouvait prouver historiquement comme présents sur le site, à condition de ne pas agrandir de plus de 15 mètres carrés. Et dans tous les cas, quel que soit le projet, il fallait absolument prouver que l'on n'augmentait pas le risque de cette zone-là en termes d'usage et autres. C'est ce qui explique pourquoi la situation était complètement bloquée. Quand nous, on commence à travailler, sur cette image-là, on voit que la pièce que l'on a à résoudre, c'est une pièce qui est un puzzle. En fait, lorsqu'on réalise un puzzle, on voit très bien que chacune des pièces n'a aucun sens isolé et qu'elle a du sens dès le moment où elle résout le lien avec tout ce qui l'entoure. Pour nous, ce projet, il est emblématique de ce rôle de l'architecture et de cette question de la résolution de l'architecture comme résolution des rapports, des relations et des usages qu'il faut remettre en route. C'était quoi la résolution qu'il fallait mener là-dedans? En fait, il fallait rétablir un premier lien qui avait été complètement perdu, qui était le lien entre le parvis de l'église en bas à droite et le parvis de la mairie en haut. Premier lien.
En fait, ce lien-là, il passe au milieu des deux bâtiments qu'il fallait conserver, puisqu'on était en logique des bâtiments de France, que c'était la mémoire de Brégnac, du lieu, et qu'il fallait reconduire cette composante. Deuxième lien qu'il fallait rétablir et corriger, on avait à cet endroit-là la présence d'une route départementale, comme on en a beaucoup en France, avec énormément de circulation, une route départementale qui s'est vidée de ses commerces, qui s'est vidée de ses usages, qui était très désagréable en termes de nuisances sonores, et il fallait rétablir une qualité de vie entre le lien entre cette route départementale et le cœur d'îlot. Donc au final, pour les architectes, on se retrouve à résoudre une pièce qui est une pièce étonnante pour nous, puisqu'on ne parle pas de plein, on parle de vide. C'est la pièce marron que vous voyez et qui doit faire le lien avec les composantes maintenues sur place. Cette pièce est une pièce vide, comme je viens de le dire, et surtout c'est une pièce qui va être à 1 mètre au-dessus du sol naturel. Pourquoi? Parce qu'il fallait garantir la sécurité en termes de PPRI. Donc, il fallait se mettre à 1 mètre, c'est-à-dire à la côte-seuil, au-dessus de cet espace-là, pour le rendre d'abord crédible en termes d'utilisation. Ensuite, cette pièce-là, comme c'est du vide, il a fallu inventer des petites accroches, des petites coutures qui sont les taches jaunes que vous voyez sur l'image. Lorsqu'on a travaillé, on a utilisé comme méthode de travail quelque chose qui devient extrêmement rare avec notre époque du tout numérique, du tout 3D et de tout hyper réaliste. On a travaillé avec une maquette d'études en Balzac comme on en faisait, comme on en fait toujours. Et j'en profite pour dire que ça a été un outil magique pour convaincre non pas une mairie, mais 2 mandatures de mairie. Le projet a démarré avec une première mandature qui a été remplacée. On était arrivé à l'APS. Normalement, pour tous les architectes de France, le projet s'arrête. Nouvelle mandature, on passe à autre chose. On a eu la chance d'être entendu par la 2e mandature. On a eu la chance de pouvoir manipuler des outils comme celui-là qui ont été convaincants et qui ont mis en lumière quelque chose qui était hyper important pour nous et qui est au-delà des questions des partis politiques, c'était l'intérêt commun et l'intérêt de s'occuper de ce centre-bourg et de lui donner vie. Dans cette maquette-là, ce que vous voyez, c'est la silhouette de la petite pièce qui est le vide, qui relie l'ensemble, et ces petites interventions qui sont des micro-architectures qui vont jouer le rôle de la couture. Première couture, un élément un peu étrange, un élément qui vient juste signaler une petite frontière. En fait, là vous voyez à droite le bâtiment qu'il fallait conserver, l'ancien cercle, qui a été donc reconduit en multiples rurales, c'est-à-dire à la fois de la restauration, à la fois en petit commerce, etc. Et à gauche, l'octroi, qui était aussi un bâtiment emblématique de la mémoire du lieu. Entre les deux, on a inventé un petit élément très étonnant, qui est à la fois parfaitement technique. Ce que vous voyez en dessous, ce sont les grilles qui garantissent la transparence à l'eau et la sécurité en termes de PPRI. Et au-dessus, une simple paroi colorée qui vous protège l'arrière qui est en jardin des nuisances sonores. Comme on prétend quand même essayer de placer au milieu des problématiques techniques un peu d'architecture, on a introduit une valeur symbolique en plus de la valeur de mémoire du lieu. Cette coloration du vert fait allusion au Sauternay et à la création du vin du Sauternay qui a cette couleur-là. Deuxième pièce symbolique et architecturale, la pièce arcade, que nous on a appelée arcade. Cette pièce, quand on la photographie de face, c'est une simple arcade sans volume. La seule chose et le seul mérite qu'elle a, c'est de mettre en lien visuel le parvis de l'église et le parvis de la mairie. Malgré tout, il s'agit d'architecture et de volume. Lorsqu'on traverse cette arcade, on est déjà dans un endroit avec de la matérialité, des qualités d'usage et surtout une lumière qui était absente et qui était l'endroit le plus noir et le plus humide de l'ensemble qui était en train de se délabrer. Lorsqu'on sort de la mairie et qu'on se met dans l'enfilade, le rôle de l'arcade en tant qu'architecture, c'est de rétablir ce lien-là. Troisième élément, étonnant, une petite tour, qu'on pourrait imaginer une tour de guet. En fait, il s'agit d'un bloc ascenseur. Comme on était dans un contexte d'ABF, on n'avait absolument pas le droit d'inclure cet ascenseur dans le bâtiment de droite, qui était l'ancien cercle, parce qu'on aurait à l'évidence tapé dans les charpentes, tapé dans la toiture, et on
défigurer ces bâtiments qui étaient sous la protection des bâtiments de France et surtout on le modifiait dans son aspect de mémoire du lieu. L'idée qu'on a eue, c'est d'exprimer le besoin de cet ascenseur qui est parfaitement nécessaire en termes d'accessibilité PMR et de ne pas en faire simplement une pièce technique une fois de plus, mais de l'enrober des aspects et des résolutions architecturales avec de l'utilisation de la pierre sur le béton, avec une attention de la serrurerie, voire même en introduisant à nouveau quelque chose d'étrange. On introduit une pièce qui est en verre fixe, en partie haute, qui fait que cet ensemble-là, lorsque vous êtes en haut, il est encore en lien avec le paysage. Donc on transforme l'objet technique en un objet à nouveau architectural, symbolique, qui vous met en lien avec les bâtiments, les volumes et le paysage. Quatrième élément, une petite extension dans le respect de la règle qui nous était demandée, donc toute petite, mais qui est une extension de l'octroi, qui était le deuxième élément de mémoire à maintenir. L'octroi, c'est l'élément que vous voyez là. On retrouve notre petit élément en vert coloré, les grilles pépéries, l'octroi conservé dans son aspect de mémoire, donc l'identification et retrouver cette histoire du lieu. Et de l'autre côté, une extension à nouveau architecturale dans son côté un peu hybride. On ne sait pas très bien ce que c'est. Parce qu'en fait, c'est plusieurs choses. C'est à la fois un préau, c'est à la fois un espace supplémentaire pour la terrasse de la restauration, c'est un endroit abrité du vent, mais qui vous laisse encore percevoir le reste du village, le reste des fonctions. Et à côté, on voit émerger des petites formes, un escalier qui a l'air d'inviter à la promenade, un usage qui avait été complètement perdu, et ce petit volume un peu abstrait de l'ascenseur qui se met au milieu de tout ça et qui fait résonner l'ensemble des volumétries maintenues. Donc on retombe sous notre photo, l'assemblage du tout, on le perd de vue. Évidemment, là, je viens de le décortiquer. Ce qui est important pour nous, c'est d'aboutir à cet ensemble qui remet en relation les formes, remet en relation les usages et remet en relation les mémoires de ce lieu-là. Et d'avoir réussi à passer d'un cas d'école dans lequel un élu est complètement bloqué dans le devenir de sa commune à un endroit qui est complètement valorisé et renversé. Pour moi, il est emblématique de deux choses. Il est emblématique de cette relation forte qui existe entre le politique et l'architecte, parce que l'architecte, il est au milieu des formes qui doivent s'incarner. Et il est emblématique d'un autre endroit qui parle directement de notre époque. Il y a architecture parce qu'il y a une énorme contrainte qui bloquait le devenir des formes. Et nous l'avons débloquée. Et on n'a pas eu besoin, pour la débloquer, d'aller chercher une espèce de formalisme exacerbé. C'est un déblocage qui se joue avec des coutures, avec des petits rapports, avec du dessin qui va s'appuyer sur les choses existantes. Pour nous, ça a été une chance d'être sous le couvert des bâtiments de France, puisqu'il nous a donné le droit, ou il nous a poussé à l'extrême dans la réutilisation des matériaux nobles comme la pierre, d'enduit à la chaux, du bois et de la valorisation de la serrurerie, des choses qu'aujourd'hui se perdent dans le tout venant de l'architecture. Voilà. Merci Raphaël pour cette histoire que tu nous as racontée, cette description très précise de ce beau projet, encore une fois. Donc je m'adresse cette fois-ci à Monsieur le maire, justement pour tu parlais des relations que tu as eues avec le maire, enfin les deux mandatures. Donc Monsieur Filiatre, est-ce que vous pourriez nous parler justement de la nature de ces relations que vous avez entretenues avec l'architecte? Alors, je remercie Raphaël parce qu'il a été très précis et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a gardé. Mais si vous voulez, c'est même un projet de 3 mandatures. Une mandature a acheté le bâtiment en 2004, qui était une ancienne maison du vigneron. Il y a eu différents projets, restaurants, maisons de retraite, évidemment, qui n'ont pas pu se faire à cause du risque inondation. Et puis une mandature, la précédente, a fait ce choix de multiples rurales qui était en fait de pouvoir développer aussi un commerçant qui était existant sur la commune. C'était une demande de sa part. Et donc le bâtiment était tout trouvé. On a repris effectivement le projet nous en 2014, qui était, alors le bâtiment n'était pas du tout comme ça, était très endommagé. Et puis donc on a découvert évidemment le projet, on a fait quelques petites modifications,
il nous semblait très important de garder ce lieu de vie, parce que c'est effectivement un lieu de vie en plein cœur de centre-bourg. Prégnac, c'est 2200 habitants. On a beaucoup de contraintes, PPRI, une route départementale à côté où il y a 8000 voitures par jour qui passent, zone carrière, enfin bon, je vous passe les différents, je pense qu'on a toutes les contraintes sur la commune, qui peuvent aussi être des atouts. Et on a mis 8 mois pour effectivement avoir ce permis de construire. Ça a été, je ne vais pas dire une bataille, parce qu'on ne peut pas dire ça comme ça a été beaucoup de négociations, je pense. Donc beaucoup de discussions avec le cabinet d'archi, avec les services de l'État, avec l'ABF. Heureusement, on avait une architecte du bâtiment de France qui était persuadée du projet. Et si on avait dû écouter à un moment donné le formalisme, Raphaël le disait très bien, le formalisme quelquefois des services de l'État, des DTM en premier, ça aurait été compliqué parce que notamment la plateforme, il l'a bien dit, la plateforme posait un souci. Il fallait vraiment qu'il y ait une libre circulation de l'eau, et ça a été fait grâce je trouve, à l'innovation un peu du cabinet d'architectes, et ça se voit absolument pas quand on voit le bâtiment comme ça. Il y a une libre circulation, on l'a pas testé, heureusement. On a été inondé en 2021, mais c'est pas arrivé jusque-là. Mais en tout cas, ça a été, je pense qu'il faut beaucoup de négociations, beaucoup d'explications auprès des services de l'État pour dire, voilà, on a un lieu de vie, sinon c'est un village qui se meurt. Et heureusement qu'il y a maintenant ce lieu de vie où il y a à peu près 500 personnes par jour qui y passent. Donc on est vraiment très contents. Merci Monsieur le maire pour ces précisions. Je m'adresse donc maintenant à Maître Damien Simon. Damien, peux-tu justement, Monsieur le maire, en parler à l'instant, de nous donner ta posture, ou du moins peut-être pas tes conseils, mais ton point de vue justement sur cette gestion du risque auquel on est nous, architectes, concepteurs, souvent confrontés. On arrive donc avec plus ou moins de pertinence et de succès à résoudre, mais comment l'avocat, la posture de l'avocat peut nous aider dans ce sens, pour surmonter, aller au-delà du risque, des règles, des normes, pour arriver à sortir un projet convenable. Alors, vous dire comment l'avocat peut vous aider à sortir un projet, j'ai pas grand chose à faire dans le dossier. Aujourd'hui, alors je suis venu pour 3 choses. Je suis venu pour le déjeuner du midi, je suis venu pour souhaiter l'anniversaire de Frédéric Mazabro, le trésorier du Croix, qui vous invite sur ses deniers propres à souffler les bougies avec lui après l'intervention. Et puis je suis venu pour faire de la publicité institutionnelle en fait pour les architectes aujourd'hui, et non pas pour les avocats, parce que le thème ça pourrait être un architecte, un maire et pas d'avocat. Concrètement, dans ce type de dossier, c'est un peu le cas, parce que alors, autant il y a des dossiers dans lesquels l'avocat peut être là pour accompagner sur des projets, pour aider à la mise en œuvre de projets, autant il y a d'autres dossiers dans lesquels l'avocat, en réalité, est une belle plante verte, enfin, c'est le cas aujourd'hui, un passeur de plat, et c'est l'exemple type du dossier de Prégnac, et c'est pour ça que je suis bien content d'être là aujourd'hui, pour vous rappeler que l'architecte, c'est la solution. Parce que concrètement, en fait, on se retrouve avec un projet, un PPRI qui est mis en place sur la commune de Prégnac. Alors, le problème du PPRI, du plan de prévention du risque inondation, c'est que nous, avocats, on a très peu de prise en fait sur cette problématique-là. Discuter des problématiques de zonage en matière de PPRI, ça peut se faire devant le juge administratif, mais ça a très peu de chances de succès. Il y a peu de prise politique, et c'est la difficulté du maire de Prégnac, parce que finalement cette question de la mise en place du PPRI, du plan de prévention risque inondation, elle est un petit peu captée, que ce soit juridiquement ou politiquement, par les bureaux d'études qui en réalité réalisent la problématique des zonages, par des études hydrogéomorphologiques, des études hydrologiques, enfin des choses sérieuses, mais qui font qu'on se retrouve en fait avec un document qui s'impose à l'acte de construire, sur lequel on a peu de prise juridique, politique. Et donc nous, avocats, face à ce type de dossier, la seule chose en réalité qu'on a à faire, et c'est pour ça que je vous dis que je suis content d'être là aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un architecte qui finalement va pouvoir faire avec toutes ces contraintes-là, et va justement, à partir de ces contraintes-là,
avoir un vrai rôle de catalyseur, enfin voilà, créer un projet, ce qui a été mis en place hein, sur la ville de Prégnac. Alors nous, le rôle d'avocat, ça peut être peut-être de rappeler aux élus que c'est pas parce qu'il y a des contraintes, c'est pas parce qu'il y a des risques que rien ne peut se faire, mais voilà, de l'architecte comme solution, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, voilà, on m'avait dit de montrer le surligneur à plusieurs reprises. Après, on peut accompagner, hein, mais ça restera des points de détail, c'est-à-dire qu'après, il y a des problématiques qui peuvent se poser en matière d'urbanisme, de savoir si est-ce qu'on est sur une construction nouvelle ou est-ce qu'on est sur de la réhabilitation, combien on laisse de murs. Mais là encore, c'est en lien avec l'architecte que vraiment on peut travailler là-dessus. Il y a peut-être une question. Vous avez parlé de négociations avec les services de l'État. Dans quelle zone vous étiez du PPRI? C'est-à-dire rouge? En gros, si vous voulez, alors je vais répondre, mais c'était le service risque de la DDTM avec qui on a, je ne vais pas dire négocier parce qu'on ne négocie pas avec des services de l'État et avec la loi, c'est certain, et l'avocat le dira pareil. C'est jusqu'où on est prêt à aller dans le risque finalement. Et sur une zone rouge, nous, tout le centre-bourg est en zone rouge, donc on ne créait pas de logement supplémentaire. C'était commercial en bas, il y a du logement en haut, réservé à des jeunes. Et c'était tout. On reste sur un commerce, donc on n'a pas de changement d'affectation, on n'a pas toutes ces choses-là. Mais par contre, jusqu'où ils sont prêts à aller, parce que sur la plateforme, ils étaient au départ, évidemment, il fallait laisser libre circulation à l'eau. Il y a eu une étude hydro qui a été réalisée et on était effectivement limite peut-être, mais en tout cas, il y a eu des bâtiments qui ont été cassés, donc la libre circulation, elle y est presque plus maintenant que ce qu'elle était avant. Voilà, donc c'est jusqu'où on est prêt à aller à un moment donné. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. Oui, je te donne la parole. Je vais bien peut-être ajouter un petit mot supplémentaire en prenant cet exemple, on va dire, emblématique sur quelque chose de très contemporain et de très répandu qu'on connaît tous et qui est quand même le lot de toutes les communes de tous les jours. Aujourd'hui, nous faisons face à des enjeux d'écologie, à des enjeux des sociétés qui deviennent de plus en plus durs. Et on voit que derrière ces enjeux-là, il y a une espèce de machine qui s'emballe, une machine coercitive, qui est une course au règlement supplémentaire, à l'objectif labellisé supplémentaire, à des règles qui se rajoutent à des règles, etc., etc. Nous, on pense, les architectes, que ce n'est pas forcément la meilleure voie, mais surtout, on pense que nous, les architectes, on n'est surtout pas du côté, justement, coercitif de cet ensemble-là. On est à un endroit qui s'appelle le créatif. Et le créatif, moi je pense que c'est là qu'il faut réfléchir, c'est qu'il va se nicher à l'intérieur de ces contradictions et de ces couches supplémentaires coercitives qui se mettent en place pour dégager des voies que moi j'appelle créatives, mais on peut employer des mots beaucoup plus simples, des voies qui œuvrent pour que les choses soient encore possibles et réalisables, tout simplement. Et je pense que ça, c'est un point commun que l'on peut tous partager et qui est commun à l'ensemble du territoire français. Merci. Bravo hein, pour ce travail et cette coopération parce que effectivement, elle est rare. Et il y a un point qui est fondamental, c'est que quand l'architecte a la confiance de son élu, c'est un point de base essentiel. Un bon projet, c'est avant tout un bon maître d'ouvrage, une bonne commande. Donc ça, c'est vraiment important en qualité d'élu, vous ayez conscience que c'est par vous aussi que le travail va pouvoir se mettre en place. Par rapport à ce que tu viens de dire sur ce travail remarquable, on a aujourd'hui à la bouche le politique correct qui dit sobriété. Je pense que là, ici, tu nous fais la démonstration que la sobriété n'est pas un vain mot et qu'à la limite, elle peut aussi se transformer de façon...
que la sobriété peut devenir aussi quelque chose qui peut être joyeux, qui peut être ouvert, qui peut être accueillant, et pas quelque chose qui referme. Au contraire, c'est quelque chose qui ouvre. Bravo. Oui, c'était juste pour vous dire que la sobriété, c'était aussi ça. Enfin, c'était a cappella, vous voyez. Celui-là marche. Moi, point de détail, désolé. C'est juste une chose. Tu as dit au début, le seuil, c'était 1 mètre. En fait, tu es nettement au-dessus. Enfin, quand on voit même de l'autre côté le nombre de marches. Non, non, mais peut-être qu'il y a un truc technique, c'est pour ça. C'était juste pour savoir ça, voilà. Mais c'est juste. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les écoulements que tu aies ménagés soient à 1 mètre et donc tu es au-dessus. Oui. En fait, on avait une cote référence centenale avec un niveau NGF qu'on a appliqué. Moi, j'ai dit, pour faire simple, 1 mètre, parce que c'est une cote moyenne, mais en fonction de l'environnement, ça donnait plus ou moins 1 mètre. Par contre, il est évident que là, la résolution de ce mètre-là, le fait de proposer une forme architecturale qui est en pas d'âne, qui est entre l'escalier et la promenade, et qui introduit cette ambiguïté-là, c'était une façon pour nous d'essayer d'en tirer le maximum d'usage possible. Et la preuve, c'est pour ça que la photo elle est rigolote pour nous, parce que celui-là, on n'avait pas prévu que les gens passent en plus avec le VTT par-dessus, quoi. Bon. Moi, je voulais d'abord saluer la grande finesse et la grande délicatesse du projet. Franchement, et puis la manière dont il est raconté, franchement, félicitations parce que j'ai trouvé ça merveilleux. Et je voulais savoir, par contre, au niveau du choix de l'équipe d'architecture, comment ça s'était passé? Est-ce que c'était un concours? Quelle procédure? Alors, je vais répondre dans un premier temps parce que Thomas Filiatre, il est arrivé en deuxième mandature et il en a dit peut-être que c'était un projet même d'une troisième mandature. À l'époque, quand nous on arrive, c'est un appel d'offres qui a été fait avec une proposition qu'il fallait faire. Donc on a été retenu parmi 3 architectes qui ont été invités à faire une proposition. Et à l'époque, c'était une note classique avec une proposition économique et ils se sont donné le droit en plus de faire un oral. Et donc on a passé un oral dans lequel on a commencé, ce qui est quand même aussi très important et une base peut-être de culture commune à développer entre nous, les élus, un oral qui a commencé par la description des lieux, comment nous on les voit et comment on comprend la question. En fait, cette figure, par exemple, de l'arcade que j'ai montrée, l'arcade on ne l'a pas inventée. L'arcade, il suffit de se promener à Prégnac, surtout quand on vient de l'extérieur, et on voit bien que cette arcade n'est pas partout, elle est à certains endroits, et comme par hasard, elle est à certains endroits liés à d'anciennes bâtisses qui avaient un certain passé lié au pouvoir ou à de la seigneurie ou à des rôles un peu plus hauts dans la société, mais la porte de la mairie reprenait le même motif, la porte de l'église reprenait le même motif, et pour nous c'était très intéressant symboliquement de le citer en creux et de le donner à vivre à tout le monde. Oui, juste, alors, moi aussi, en qualité d'avocat, je venais là pour saluer le projet, parce que il met fin à une souffrance qu'on a chez nous, avocats, qui est la règle de droit, vous savez, et la contrainte. Et avec ce projet-là, et avec l'architecte, en fait, on voit que la contrainte, c'est pas le point final, mais que c'est le point de départ. Et ça fait du bien, en fait, de voir qu'on peut faire des choses avec la contrainte ou à partir de la contrainte. J'ai une question à poser à l'avocat, parce que ça a peut-être été changé. Est-ce que dans le droit, d'accord, quand on parle de zone inondable, il n'est pas juste, entre guillemets, indiqué présomption d'inconstructibilité, à moins qu'on ne réduise les risques? C'est-à-dire, on peut quand même construire, mais je ne me souviens plus bien. Est-ce que dans le droit, c'est écrit comme ça l'était anciennement, ou est-ce que maintenant, et c'est les PPRI qui, eux, traduisent de manière beaucoup plus restrictive. Moi, il me semble qu'une zone, elle est inondable, mais si on réduit le risque, on a le droit de faire certaines choses. D'une manière générale, dans le droit, je ne me souviens plus bien. Et que c'est les PPRI qui ont réduit ce genre de choses avec les zones, là, les rouges, les oranges. De mémoire, je ne sais plus, à moins que ce soit devenu bien plus sévère.
Le problème qu'on a effectivement, c'est ça, c'est qu'avec les PPRI, à partir du moment où on a un classement dans le PPRI, bien évidemment la contrainte elle joue et on peut plus, non, on est coincé. On est coincé. Ou alors il faudrait avoir une modification, une révision du PPRI, enfin, c'est-à-dire mettre en place des systèmes de protection qui font que derrière on pourrait avoir un changement de zonage. Mais effectivement, il y a une problématique là-dessus. Sachant que de toute façon, indépendamment du PPRI, aujourd'hui avec l'état du droit et l'état des risques qui pèsent sur les élus, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup d'élus qui, même indépendamment de l'existence du PPRI, ne prendront pas le risque d'autoriser la construction en zone inondable et se fondront sur les dispositions classiques du Code de l'urbanisme avec les risques d'atteinte à la sécurité ou la salubrité publique. Oui. Je me souviens du fameux exemple de l'usine Matra, c'est-à-dire des projets qui ont été mentionnés au niveau urbanisme, dans les centres-villes justement, un peu dans ce schéma, c'est-à-dire où effectivement il faut qu'on puisse faire des choses. Et effectivement, il y avait des projets primés où effectivement ils partaient de l'idée, on a tel seuil, on monte au-dessus. Je sais plus si c'est à Matra ou dans un autre endroit, il y avait même une maison de retraite, etc. Et je sais qu'il y avait un des urbanistes qui disait j'ai vu l'eau monter et tout le monde a pu partir. Donc ça veut dire que dans l'absolu, on peut quand même construire en zone inondable. Et même à mon avis, on a intérêt même à le prévoir pour le futur, quand on dit que l'eau va monter. Maintenant, c'est vrai que le problème, c'est que les services de l'État, eux, sont sur une règle, on ouvre le parasol, le parapluie, etc. Voilà. Le PPRI prime sur le document d'urbanisme, voilà, et donc nous, zone rouge, c'est pas de logement en zone rouge. Donc vraiment, c'est zéro, même si on les met vraiment à 1 mètre au-dessus de la côte de seuil, c'est pas de logement du tout. Le PPRI là-dessus est très strict. Excusez-moi, je voulais intervenir parce que j'ai livré 3 bâtiments en zone rouge, donc en construction. Donc en fait, c'est une commune au bord de la Méditerranée qui est vraiment... J'ai des bâtiments qui sont à entre 4 et 150 mètres de la plage. Donc en fait, pour construire, on a le droit, à condition de respecter la même surface de plancher que le bâtiment existant déjà. Voilà. Et donc on n'a pas fait de la démolition partout. J'avais un bâtiment par exemple qu'on a déconstruit et qu'on a reconstruit ailleurs. C'est-à-dire que l'entreprise, c'était pendant le Covid, et ça s'est fait mais de façon complètement aléatoire et sans que ce soit prévisible au départ. Il y avait des démolitions à faire sur ce bâtiment-là. On n'avait pas, dans l'appel d'offres et dans le budget initial, les moyens de conserver ce bâtiment-là, qui avait des qualités. Et l'entreprise de Gros Œuvres a décidé de profiter du confinement pour le défaire boulon par boulon. Elle l'a récupéré et elle l'a reconstruit pour elle sur un de ses terrains propres. Et on a pu construire après en respectant vraiment la limite du bâtiment existant. Et ensuite, tous mes bâtiments sont avec une cote de plancher. Le PPRI sur la commune où je suis, c'est 80 cm au-dessus. Il faut que la sous-face du plancher soit 80 cm au-dessus d'une cote NGF. Et ce qui fait que j'ai toujours des bâtiments avec des grandes, comme c'est des bâtiments publics ou des logements sociaux, j'ai toujours des grandes rampes d'accessibilité hyper longues. Ça fait la caractéristique du bâtiment. Mais en dehors de ça, on a réussi à le faire et on l'a fait 3 fois sur la même commune. Mais on a conservé chaque fois l'emprise déjà bâtie, on n'a pas recréé de surface de plancher et surtout on s'est mis beaucoup plus haut que ce que sont les bâtiments qui sont déjà existants et qui prennent l'eau dès qu'il y a... Voilà. Okay. Oui. Voilà. Moi c'est dans l'Hérault. Ok. Voilà, c'est dans l'Hérault et c'est donc au bord de la... Voilà, c'est au bord de la Méditerranée. On a réussi à prouver qu'on respectait toute la réglementation, qu'on était sur les mêmes surfaces de plancher, seulement on améliore puisqu'on construit plus haut. On fait des bâtiments par rapport aux bâtiments existants qui sont plus hauts, donc ils ne prennent pas les inondations.
Ça a permis de créer des équipements publics et des logements sociaux sur une commune qui est une station touristique. Donc, ils ont des problèmes pour respecter le nombre de logements sociaux. Donc, ça a dégelé des terrains là-dessus. Par rapport à, au départ, il y avait un hangar municipal. Ce hangar municipal, il ne s'en servait pas. On a reconstruit des ateliers municipaux ailleurs et on a construit des logements sociaux à la place. Mais j'y suis arrivée 3 fois, donc c'est faisable. Voilà. Je voudrais revenir sur le débat par rapport à une question plutôt dirigée vers l'avocat qui, même si effectivement il avait de bonnes motivations pour se rendre à ce débat, on parlait d'un partenariat avocat-architecte et je pense que vous avez quand même, vous, un rôle important à jouer pour accompagner le travail de création qui est fait parce que nous prenons effectivement des risques, tu l'as dit dans ta démarche, et souvent, les risques qu'on prend, on se fait souvent rattraper par la patrouille et à partir de là, on est confronté à des problématiques juridiques. On a des déclarations d'assurance importantes, on est des gens qui sommes plutôt bien assurés, donc ça veut dire que les maîtres d'ouvrage ont souvent tendance à venir rechercher l'architecte en responsabilité et on a besoin dans ce travail d'expertise du soutien effectivement des avocats pour nous accompagner dans le traitement de ces situations qui sont souvent des situations extrêmement douloureuses. Quand on voit le travail et l'investissement qui a été fait sur ce projet et qu'on est mis en cause parce qu'effectivement il y a une petite chose qui va remettre en cause la finalité même du projet, on souffre énormément de cette situation et c'est très douloureux, c'est très très douloureux. Juste, j'ai le souvenir l'an dernier, il me semble que vous aviez présenté une charte ou un accord cadre, enfin un document entre l'ordre des architectes et l'ordre des avocats ou est-ce que c'est possible d'en reparler? Oui, enfin l'année dernière, on avait en effet présenté sur ce même stand un travail déjà qu'on avait initié avec l'ordre des avocats qui était plutôt sur la réhabilitation. De construire la ville sur la ville avec 5 thèmes, donc réhabilitation, mutualisation, renaturation, qui avait fait l'objet en effet d'un petit cahier qui reprenait ces 5 thèmes en présence de monsieur le maire de Bordeaux l'année dernière. Voilà, exactement. Puisque ça fait donc la 3e année qu'on continue ce travail avec les avocats. Oui, et on continue de travailler ensemble. Enfin, là, ce qu'on a mis ensemble, c'est on va travailler sur des problématiques de mutualisation et notamment les outils juridiques qui permettent ces mutualisations d'espace. On va travailler aussi sur la place du sport en ville et notamment sur la problématique du skate en ville, qui renvoie à des problématiques juridiques, mais aussi à des problématiques d'architecture. Non, c'est bien, ça marche bien. Après, pour rebondir sur votre question de l'avocat qui vous assiste, moi je suis un social traître, si vous voulez, puisque je suis avocat des collectivités, donc celles qui précisément se plaignent quand... voilà. Mais j'ai des confrères qui font ça très bien. Bon, bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci à monsieur le maire, Thomas Filiatre, à Raphaël Santamaria, l'architecte, et à maître Damien Simon, notre avocat. Et joyeux anniversaire Frédéric, qui ne m'écoute pas. Si, quand même. Merci. Merci. Au revoir.